Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 14 février 2017. Le titre du jour est « La macroéconomie au premier plan ». En effet, hier, c'était une séance sans publication particulière en termes de statistiques. Depuis ce matin, on a des publications de statistiques en Chine, au Japon, en Europe, puis on va avoir des publications cet après-midi aux États-Unis. Aujourd'hui et demain, on aura notamment les chiffres d'inflation des prix à la consommation, des prix à la production, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Europe en partie. Donc voilà, c'est très intéressant pour la suite par rapport aux politiques monétaires et aux tendances macroéconomiques actuelles. Pour l'instant, la macroéconomie reflète ce que font les marchés. Et inversement, c'est-à-dire que les chiffres économiques sont globalement bons, positifs, souvent supérieurs aux attentes. Et c'est ce qui permet justement aux indices de continuer de grimper. Nous avons eu hier soir un nouveau record sur le S&P 500, mais également le Dow Jones, également le Nasdaq, également le Russell 2000. Ce sont donc les indices principaux des États-Unis, que ce soit sur les titres bancaires, technologiques ou bien les small caps. Les investisseurs sont clairement à l'achat sur les marchés américains qui sont tous haussiers et tous sur des records historiques. Voilà, en tous les cas, je suis content de vous retrouver ce matin. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez bien évidemment, et ce comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons les dernières actualités marché, macro, les dernières actualités sur les marchés actions, les statistiques économiques passées et à venir, et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. N'hésitez pas à les poster dès maintenant et j'y répondrai tout au long de cette émission. Alors, en termes d'actualité marché, nouveau record historique en clôture sur les principaux indices américains, comme je vous le disais en introduction, que ce soit le Dow Jones, le Nasdaq, le Russell 2000. Les investisseurs sont à l'achat. Alors, il y a beaucoup de raisons qui expliquent ces nouveaux records aux États-Unis. D'une part, vous avez des espoirs dans la politique de Donald Trump, de dérégulation, de relance de l'économie américaine, de boost de l'économie américaine, parce que la relance, elle a eu lieu depuis longtemps et on est plutôt en fin de cycle qu'en début de cycle économique. Les résultats d'entreprise aux États-Unis sont très bons, plus 8,5% de hausse des bénéfices par action pour les sociétés qui ont publié jusqu'ici. Les statistiques globalement sont bonnes en termes de création d'emplois, de PIB, d'inflation. Et puis, vous avez aussi la défiance des investisseurs envers les pays émergents ou envers l'Europe à cause du risque politique. Et ça engendre bien évidemment du soutien sur les indices américains, sans parler des programmes de buyback des sociétés qui rachètent elles-mêmes leurs titres. Donc voilà, on a de très nombreux arguments qui font que les indices américains sont haussiers, soutenus macroéconomiquement. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'anticipation, donc il faudra que les chiffres américains restent bons et il faudra que Donald Trump délivre. Sinon, le gap entre les espoirs et ce qu'il se passera réellement pourrait être assez élevé. Mais pour l'instant, voilà, momentum haussier aux États-Unis. Ça tire les indices européens. Le CAC retrouve les 4900 points, donc c'est pas loin d'être les plus hauts annuels en cours de clôture pour le CAC 40. Les plus hauts en séance sont à 4930. Et sur le DAX, on a retrouvé les plus hauts annuels également à 11 830 points en cours de clôture. C'est le plus haut annuel et on le travaillait hier et on consolidait dessous ce matin. Donc globalement,
tendance haussière mensuelle, hebdomadaire et journalière, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Le S&P 500 vient de grimper 5 séances consécutives. Le DAX vient de grimper pendant 3 séances d'affilée et touche ses plus annuels. Donc, nous pouvons effectivement assister à des latéralisations, des prises de bénéfices. Mais en tous les cas, force est de constater globalement que les acheteurs gardent la main, et ce, jusque nouvel ordre. Le range perdure sur le pétrole WTI entre 51 et 54 dollars. À la hausse, ce qui soutient, ce sont les spéculations sur le fait que les pays producteurs OPEP et non-OPEP pourraient continuer de s'entendre pour réguler les prix, et c'est ce qui soutient donc justement les cours du pétrole, parce que à la baisse, eh bien, on a tout simplement beaucoup de facteurs. On a les stocks qui s'accumulent. On a eu 5 semaines consécutives de stocks, et les stocks publiés la semaine dernière, c'était plus 13 millions de barils de stocks. C'était la plus forte hausse, deuxième plus forte hausse en 35 ans. Au-dessus de 50 dollars, on a également l'industrie du shale oil aux États-Unis, les gaz et les pétroles de schiste qui redémarrent, et donc la production qui augmente, la production américaine qui se reprend. Donc voilà, on a d'un côté des spéculations sur les ententes des pays producteurs et des pays producteurs, et de l'autre côté, eh bien, on a des stocks, on a des reprises de production, etc. Donc la sortie de ce range entre 51 et 54 sera vraiment d'importance. Nouveau record annuel du cuivre en clôture à 278 dollars par livre hier. Néanmoins, petit bémol sur les cours du cuivre, on a cassé en fait les plus hauts annuels qui étaient les plus hauts des 2-3 derniers mois à 273 dollars par livre, ce qui correspond à peu près aux 6000 dollars la tonne pour ceux qui regardent le prix en dollars par tonne. Le problème, c'est qu'on a fait cette cassure suite à une grève dans la plus grande mine de cuivre au monde, au Chili, chez BHP Billiton. Et en fait, c'est à cause de cette grève que les cours ont décalé fortement. Et ce que je me demande, c'est si cette grève devait cesser, est-ce que les cours retomberaient tout aussi rapidement, ou est-ce qu'au contraire, c'est un signal fort? Et je vous avouerai justement que cet effet d'annonce, cette news, vient un petit peu entacher le signal donné, parce que tout simplement, s'il n'y a plus de grève, les cours pourraient retomber. Donc, si vous êtes sur le cuivre, faites bien attention à cela. Concernant les cours du blé, le blé a gagné près de 20% en l'espace de 2 mois. Il est arrivé à 450 cents, donc je suis très content. On est passé de 370 cents à 450 cents. On a suivi tout ce mouvement haussier, notamment au mois de décembre, au début de son déploiement. Les pullbacks ont été nombreux, mais on faisait toujours des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, donc c'était clairement une belle tendance haussière qui s'était dessinée. Et là, on approche d'une résistance de moyen long terme. C'est-à-dire que si vous prenez votre graphique sur les 3 dernières années et que vous tracez une oblique qui passe par toutes les mèches hautes depuis 3 ans sur le blé, vous allez voir qu'elle passe à 450 cents. Si on casse cette oblique pluriannuelle baissière, c'est un signal extrêmement fort, potentiellement. En effet, on est revenu à 360-70 cents sur des plus bas de plus de 10 ans. On est revenu sur des plus bas des débuts des années 2000. On a travaillé cette zone pendant plusieurs mois, et on est parti à la hausse assez violemment ensuite en direction des 450 cents. Donc on verra si ce seuil casse. En tous les cas, plus de potentiel haussier pourrait être envisagé. A contrario, bien évidemment, une consolidation n'aurait rien d'illégitime. Concernant le métal jaune, les cours de l'or mettent en exergue un pivot à 1220 dollars. Donc l'or reste dans une tendance haussière depuis les 6 dernières semaines, mais depuis une semaine à peu près, ça patine. On bloque sous les 1240 dollars. Hier, on a testé les 1220 dollars. C'est un pivot clé. Si on casse les 1220, les vendeurs reprennent la main. Tant qu'on est au-dessus, la tendance reste haussière. Donc voilà, gardons bien ce seuil en surveillance. Et puis, autre seuil en surveillance, les 101 points sur le dollar index.
La semaine dernière, on a suivi ensemble le rebond du dollar américain. Le dollar index est passé de 99,4 à 101 points. Les 101 points sont une résistance clé. On les a travaillés hier, on les a travaillés vendredi. Si on casse ce seuil, c'est clairement que les opérateurs anticipent de nouveau des hausses de taux, de la macroéconomie positive aux États-Unis et un regain d'intérêt pour le dollar américain. Tant qu'on reste dessous, eh bien, il faut prudence garder. Enfin, concernant la biotech Selectis, objectif majeur atteint à 21,8 € après 35% de hausse en 9 séances. Selectis, je vous en ai parlé pendant des mois sur son support des 16 €. Elle a mis le temps, mais enfin, elle a décalé à la hausse, elle a gagné plus de 30%. Et attention, à 21,8, on a vraiment un ancien support devenu résistance qui bloque. Si on le casse, bien évidemment, cela peut de nouveau accélérer. Mais après 35% en moins de 10 jours, les opérateurs semblent vouloir prendre des bénéfices sous ce seuil. Ensuite, en termes d'actualité macroéconomique, 361 entreprises aux US ont reporté leurs résultats du quatrième trimestre et 273 sont ressortis au-dessus des attentes, 84 ont déçu. Donc globalement, de très bons chiffres aux États-Unis avec une hausse moyenne de plus de 8% du bénéfice par action. Et c'est ça qui porte bien évidemment les actions américaines. En France, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré: si la France devait sortir de la zone euro, le financement de la dette publique coûterait plus de 30 milliards d'euros d'intérêts supplémentaires par an. Alors vous le savez, je ne fais pas de politique. Que dire ici ? En fait, on a une montée du FN dans les sondages en France, donc le gouverneur de la Banque de France essaye de nous effrayer en disant que si on sort de la zone euro, ça va nous coûter très cher. Voilà. Ça me fait beaucoup penser au Brexit. Le Brexit qu'aucun officiel ne souhaitait réellement, ou très peu. Voilà, on a des études qui sont sorties avant le Brexit comme quoi ça allait être la fin de l'Angleterre, la macroéconomie allait se retourner, ils allaient avoir du chômage, la City allait être désertée par les banques. Résultat, c'est tout l'inverse, les chiffres anglais sont très bons, il y a une dévaluation, les chiffres économiques sont solides, des entreprises sont venues créer des emplois en Angleterre et non pas l'inverse. Donc voilà, attendons-nous dans les semaines, les mois qui viennent à de la désinformation ou du moins à de la politique d'effray... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Politique par la peur, voilà. Donc, effectivement, bien évidemment, si la France devait sortir de la zone euro, cela ferait chuter les marchés, l'euro chuterait fortement, le CAC pourrait également le faire, mais de là à réussir à le mesurer, je trouve ça assez complexe tout de même. Et puis, on notera également que la Commission européenne a relevé légèrement ses prévisions de croissance pour 2017 et 2018, de plus 1,6 cette année et de 1,8 l'an prochain. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais en fait, par période, soit tout le monde est positif, soit tout le monde est négatif. Actuellement, tout le monde est positif, c'est-à-dire que le FMI, la Banque mondiale, la Commission européenne, toutes les grandes instances comme ça, ils vont de leurs analyses, de leur anticipation et de leur amélioration des perspectives de croissance et d'inflation pour cette année et l'année suivante. Je vous rappelle que la plupart du temps, ces mêmes institutions qui font ces mêmes prévisions, d'une part ont globalement tort et d'autre part passent leur temps à les réviser. Enfin, les spéculations reprennent sur les télécoms français. Ce matin, Orange, Bouygues, SFR, tous les titres du secteur étaient en hausse. Il y a eu une lettre faite à l'expansion dans laquelle Patrick Drahi en fait relance les discussions autour de la consolidation dans le secteur en France. Donc que vous sachiez un petit peu ce qui se passe, l'enjeu est toujours le même, c'est passer de 4 à 3 opérateurs dans l'Hexagone en rapprochant SFR, Iliad ou Orange avec Bouygues Télécom. Et les deux opérateurs qui ne participent pas directement à l'opération pourraient toutefois être sollicités pour acquérir des actifs afin d'amadouer l'autorité de la concurrence. Donc voilà, les spéculations reprennent sur le dossier Bouygues Télécom, entre autres.
Côté entreprise, justement, c'était ma transition. Michelin a publié un bénéfice net en hausse de 43,3% en 2016. C'est bien, mais il ne faut pas s'arrêter là. N'oublions pas de regarder les détails des publications. Or, ici, les chiffres du deuxième semestre de Michelin sont en ralentissement et éclipsent un petit peu ce bénéfice net en très forte hausse. Carmat, la société spécialisée dans les cœurs artificiels, a accusé en 2016 une perte de 23 millions d'euros contre une perte de 17,5 millions au 31 décembre 2015. La société gère bien sa trésorerie. Elle a récemment fait une augmentation de capital de 50 millions d'euros. Donc tout va bien. EDF a réalisé un résultat net courant de 4 milliards d'euros en repli de 15% et mise sur 2018 pour atteindre son objectif de cash flow. Malgré tout, les opérateurs n'y croient toujours pas. EDF est à proximité de ses plus bas historiques et après la publication de ses résultats, elle était en légère baisse. Enfin, Transgène, société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d'immunothérapie ciblés contre les cancers et maladies infectieuses reposant sur des vecteurs viraux, a annoncé le traitement du premier patient de l'essai ISI-JX au centre Léon Bérard. C'est un traitement sur des tumeurs cancéreuses. Et dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, on notera donc Michelin qui a publié des bons résultats en hausse de 2%, suivi par Bouygues en hausse de 1,53% et de Orange 1,28% suite à la reprise des spéculations dans le secteur des telcos, donc des télécommunications. Et puis dans les baisses, on notera une consolidation notamment des bancaires. Enfin, côté statistiques passées, on a eu de bons chiffres économiques cette nuit. L'inflation chinoise est ressortie en hausse de 2,5% contre un consensus à 2,4%. Les prix à la production en Chine ont augmenté de 6,9% contre des attentes à 6,6%. Par ailleurs, la production industrielle japonaise est ressortie en hausse de 0,7 contre un consensus à 0,5. Seul chiffre en demi-teinte ce matin, le PIB allemand est ressorti en hausse de 0,4 au lieu des 0,5 initialement envisagés. Et puis ce jour, donc, on aura à 10h30 l'indice des prix à la production en Angleterre, à 11h l'indice de confiance des conditions économiques, le ZOO, à 11h également le PIB annuel et trimestriel en zone euro. Et puis à 14h30, on aura l'indice des prix à la production aux États-Unis. On notera également que nous aurons un discours de Janet Yellen ce jour à 16h ainsi que demain. Ce jour, on a l'indice des prix à la production aux États-Unis. Demain, on aura les chiffres d'inflation, donc des prix à la consommation. Ça nous permettra justement de mesurer cette fameuse reprise ou non de l'inflation. Eh bien, ça va engendrer très certainement de la volatilité sur le dollar américain ainsi que sur les indices. Pour finir et répondre à Eric qui me parle de MCPHY, donc la société MFI Énergie. MFI n'a comblé que très peu son gap et le titre est reparti à la hausse. Pensez-vous qu'il ne retournera pas le combler davantage et qu'il est vraiment reparti en tendance haussière? Alors, Eric, j'ai regardé le titre McPhy Energy. Effectivement, le titre avait ouvert au mois de janvier en très forte hausse à 5 euros, puis il était monté jusqu'à 6,40 €. Ensuite, il est redescendu ces dernières semaines pour se stabiliser autour des 5 euros et les acheteurs se sont placés. Vous avez raison, le gap n'a pas été comblé. Le fait que le gap ne soit pas comblé montre en fait une volonté des investisseurs de se placer à l'achat. Le titre a tout de même perdu 20% entre ses plus hauts à 6,40 et sa consolidation autour des 4,90 €, 5 euros. Et apparemment, ça suffit aux opérateurs qui se placent à l'achat. On est dans une belle tendance haussière quand même depuis plusieurs mois. On a eu un beau signal haussier avec justement le gap dont vous parliez. Donc c'est relativement positif. Et tant qu'on est au-dessus des 4,90 €, 5 euros, eh bien, il se pourrait qu'un creux ait été inscrit. Voilà. Hervé me dit, qu'en est-il pour le jus d'orange?
Alors concernant le jus d'orange s'est stabilisé ces dernières séances. Il avait consolidé par rapport à ses plus hauts de 2011 qui étaient aussi ses plus hauts historiques en début d'année. Je suis en train de le regarder, le jus d'orange. Oui, voilà, on a créé une base de support sur le jus d'orange autour de 160. On a tenté de rebondir ces 2-3 dernières semaines. Néanmoins, vous remarquerez qu'on fait tout de même des plus hauts de plus en plus bas. Donc sur le jus d'orange, on est dans une consolidation à court terme. J'ai beaucoup de mal à avoir un avis tranché sur la situation parce que d'un côté, on a une tendance haussière de long terme et on a un support à 160 et on a eu des réactions positives dessus. D'un autre côté, on a une tendance baissière forte depuis le mois de novembre et des plus hauts de plus en plus bas. Et donc voilà, si on arrivait à casser un point haut, les 175 cents, voire les 180 cents, là, il y aurait retournement potentiellement à la hausse. Tant qu'on est sous les 175 cents, j'aurais tendance tout de même à prudence garder. Voilà. Alors Christophe me dit de quel titre s'agit-il? Il s'agit de McPhy Energy, MCPHY. C'est un titre qui est peu suivi, peu liquide, et donc je ne pense pas que nous l'avons dans la plateforme de CMC Markets. Enfin, Pascal me pose une question sur le riz et me dit « et le riz ?» Point d'interrogation. Eh bien, le riz, cher Pascal, il est de retour sur ses plus bas de 2016, la zone des 9,10, 9,20 cents. On a testé cette zone une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois ces 12 derniers mois. Et pour l'instant, cette zone de prix tient. Voilà. Donc, tant que les cours du riz tiennent la zone des 9,10, 9,20 cents, les acheteurs y sont présents et on peut assister à des rebonds. Seule une rupture de ce support de moyen-long terme changerait la donne. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette matinale. On a des marchés qui sont globalement positifs, des indices US fortement haussiers, des indices européens qui suivent. N'oublions pas que les US viennent de monter, le S&P 500 a fait 5 séances consécutives de hausse et que le CAC et le DAX ont atteint des zones de résistance, donc on peut assister à des pauses dans la hausse, voire des consolidations. Mais sinon, globalement, c'est très positif, haussier comme marché. Le VIX est très faible, la complaisance est de mise, les résultats d'entreprise sont bons, les statistiques économiques sont bonnes. Donc voilà, globalement, il n'y a pas de stress sur les marchés et cela peut se comprendre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en début d'émission. Comme ça, je les vois et pendant que je vous parle, je peux regarder les graphiques, préparer mes réponses. N'hésitez pas donc à me poser vos questions. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Et je vous retrouve cet après-midi à 15h45 pour le quart d'heure US. Voilà. Bonne fin de matinée à tous, bon appétit et je l'espère à très vite.